faut savoir que 25 ans plus tard, Angelin Prejlokaj rencontre Rudolf Nureyev, et Rudolf Nureyev lui demande de créer pour l'Opéra de Paris un ballet qui s'appelle Le Parc. Entre-temps, Angelin Prejlokaj a fait sa formation. Entre-temps, le jour où sa mère a découvert qu'il faisait de la danse et qu'il s'était acheté un costume de danse, la mère l'a découpé au ciseau. Bon, des exemples comme ça, il y en a 24. Il suffit de prendre le dernier bouquin de Depardieu et vous trouverez son émotion créatrice. Et j'attends de le rencontrer pour le lui révéler. On la retrouve à 5 ou 6 endroits, en associant ce qu'il dit sur 5 ou 6 endroits du livre, mais clairement, on comprend la relation qu'il y a entre Depardieu et les mots. C'est évident. Et cela, alors, pour les artistes, mais cela aussi pour les mathématiciens, pour les physiciens. Après j'arrête, je vous repasse la parole. Notre plus ancien ancêtre s'appelle Toumaï. 8 millions d'années avant notre ère. Vous savez qu'il a rencontré, qu'il a découvert, il s'appelle Michel Brunet. Et vous savez comment tout ça est né? Il avait 5 ans, il était dans les collines du Poitou, et il trouve un fossile. Et c'est ce fossile qui va l'amener à découvrir 40 ou 50 ans plus tard Toumaï. Et quand je termine mes entretiens, je demande toujours aux personnes, je leur dis, mais votre œuvre actuellement, qu'a-t-elle à voir avec cette émotion? Et ils me disent, je suis stupéfait, mais c'est là que les choses sont nées, et je ne le savais pas. Ouais. Donc en fait, l'émotion, parce qu'en philosophie, on considère que l'émotion, c'est quelque chose qui est dérivé aux tendances. Alors je ne sais pas si en psychologie c'est pareil, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a le sujet qui en lui-même a des tendances qui l'amènent à soit de l'aversion, soit du plaisir, et de ces deux tendances, eh bien, sa vie va être plus ou moins toujours, comme dépendante de cela. Parce qu'on va vers les choses qui nous font plaisir, et on essaye de fuir en réalité toutes celles qui nous sont des épreuves ou difficiles. Donc la naissance de l'émotion est liée à une tendance. Mais cette tendance, on ne sait pas trop la qualifier, parce que c'est une tendance qui est d'abord naturelle, parce qu'on n'a pas forcément de prédisposition, ça peut être nouveau, hein, et en même temps, on considère que c'est à partir de cela qu'on va construire ensuite, à partir d'un jeu de construction des sensations, quelque chose qui va nous ressembler. Ce qui fait qu'on entrera après dans des perceptions et dans du sentiment. Voilà comment on le localise en philosophie. Or là, on a l'impression que c'est des émotions sublimes, bien sûr, parce que c'est du témoignage, c'est magnifique, instantanées, sans spécifiquement d'explication immédiate, bien qu'on peut retrouver, comme on dit, dans la généalogie. Et alors, ensuite, de cette émotion, on en fait quelque chose. Je crois avoir compris que vous l'avez associé au statut de l'imagination, cette imagination qui travaille sur ce premier matériau. Mais en même temps, il y a une part de l'improbable et de l'inconnu, puisqu'on ne sait pas encore le petit garçon, entre guillemets, qui trouve le silex ou qui trouve un caillou avec un fossile à l'intérieur, le jeune qui aime les mathématiques et qui a d'un coup une vision d'un concept mathématique qui pourrait être laborieux pour d'autres. C'est exceptionnel et en même temps, c'est quand même déjà formidable. Oui, alors, j'ai précisément essayé de comprendre en quoi cette émotion avait entraîné tout cela, comment une petite étincelle, aussi insignifiante, parce que vous savez, tous les enfants font des cabanes, tous les enfants jouent à tel et tel jeu, et tous les enfants ne deviennent pas créateurs. Et on se rend compte qu'un Daniel Buren, son émotion créatrice, c'est la construction d'une cabane. Et je lui révèle, parce que je connais son œuvre, que 50 ans plus tard, il crée une œuvre qui s'appelle Les cabanes éclatées, et je lui dis, mais alors donc les cabanes éclatées ont une relation avec votre première cabane, dont il m'avait dit qu'elle avait éclaté, il avait utilisé le même mot, elle avait éclaté sous un bombardement et qu'il avait trouvé le matin complètement éclaté. Je lui ai dit, mais il y a une relation.
Il me dit oui, mais personne ne l'a vu et moi-même, je ne m'en suis jamais rendu compte. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, une émotion, je dirais, en termes comportementaux, puisque je suis psychologue, c'est une sensation de bien-être, c'est une sensation d'équilibre, c'est un sentiment de sérénité. C'est quelque chose qui, chez l'enfant, ça se passe très jeune, ne passe pas par la conscience. Je me suis rendu compte, mais à l'issue de ce livre, puisque dans ce livre je parle d'équilibre, mais à la suite de l'enquête que je continue, je me suis rendu compte que quasiment tout le temps, l'enfant qui a cette émotion est dans un équilibre incertain relatif. C'est-à-dire il est en équilibre, en déséquilibre. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait bien, soit dans sa cellule, notamment dans sa cellule familiale, et quelquefois dans son environnement, s'il est immigré, avec des difficultés sociales, raciales, ethniques, religieuses et autres. Voilà. Et donc, à un moment donné, il a cette émotion. Alors, cette émotion, pourquoi lui est-il frappé et pas les autres? Parce que cette émotion correspond, elle rentre en phase avec ce qu'est l'individu. Il y a bien une consonance entre les dispositions d'un individu qui est prêt à accueillir quelque chose et quelque chose qui est insignifiant mais qui lui correspond. À partir de là, cette émotion eh bien, va donner lieu à des rituels. Et ces rituels, ce sont ceux par lesquels l'enfant va jouer. Et on a des enfants qui se mettent à jouer pendant je ne sais combien de temps, qui à construire des voitures, qui a joué à habiller des poupées, qui a faire des simulacres de danse, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est un jeu qui entretient ce plaisir, et l'enfant se retrouve dans ce plaisir. Et quand on les questionne, eh bien, ils disent oui, je jouais énormément à cela, je reproduisais cela tout le temps. Et ça va entretenir cette émotion. Pourquoi? Et surtout, elle est portée par un imaginaire. Une émotion plus un imaginaire, ça peut donner un créateur. Et donc cet imaginaire va porter l'enfant et va se poursuivre avec lui jusqu'au jour où il va rentrer dans une certaine forme de formation, en rencontrant des gens dans le domaine, en allant dans une école spécialisée et ainsi de suite. Et à partir de là, il va acquérir les processus rationnels qui sont en vigueur dans son domaine, et il va conjuguer cette émotion, son imaginaire, avec cette rationalité. Et donc voilà un processus qui va durer du moment où a lieu l'émotion, qui correspond à un bien-être, un équilibre momentané qui est reproduit. Et ceci explique une chose, explique que quelqu'un comme Renoir, et ce n'est pas le seul, eh bien Renoir, au moment où il va décéder, quelques minutes après, demande à sa gouvernante des pinceaux, il va se mettre à dessiner, et avant de mourir, il va dire « j'y comprends quelque chose ». Et qu'est-ce que fait Picasso, qui a tout connu comme gloire? Qu'est-ce que fait Picasso pour, à la fin de sa vie, être dans un désert? Parce que Picasso, les œuvres tardives de Picasso ne sont reconnues que maintenant, et la dernière exposition, on a bien mis ces choses au point, puisque c'est celle qui a été faite, qui a peut-être encore lieu au Grand Palais actuellement. Bien, le Picasso, qui a tout connu, qui est en train de traverser un désert, continue à produire. Et pourquoi? Toujours la même chose, explorer et ressentir cette émotion. Donc en fait, le talent, ça serait le prolongement de l'émotion? Dans le ressenti en tout cas? Non, la persévérance. Après le talent, c'est la capacité à user d'un médium, peinture, lecture, mathématiques et ainsi de suite, pour en faire quelque chose qui est un acte de création. Et qu'est-ce que c'est qu'un acte de création? Pour l'artiste, c'est apprendre à percevoir le monde différemment. Pour le scientifique, c'est apprendre à comprendre le monde différemment. Et pour l'inventeur, c'est apprendre à interagir avec le monde différemment. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont cette aspiration à la création, mais qui n'ont pas les dispositions ou l'environnement ou un tas de facteurs que j'ai essayé de comprendre, qui vont lui permettre de transformer son imaginaire en un produit socialement reconnu, puisque malheureusement, est créateur, est identifié comme créateur celui
qui est reconnu, et il y a peut-être parmi vous des créateurs qui n'ont pas été reconnus. N'empêche que vous avez des dispositions et que vous pouvez avoir ce besoin de tout le temps revenir sur la même pièce pour essayer de créer quelque chose. En fin de compte, c'est très agaçant tout ça. Mais oui, pourquoi c'est très agaçant? Parce qu'on peut avoir justement, et on a tous eu un moment d'émotion, et on en a même régulièrement, en tout cas moi j'en ai, j'espère que vous en avez tout le temps, et je suppose que vous en avez tout le temps. On s'est essayé, moi je me suis essayé dans bien des domaines. Alors bien entendu, je n'ai aucun talent. Ça m'agace si vous voulez. Et ça m'agace d'autant plus que ce que vous dites lorsque un scientifique est capable de transposer l'univers, non seulement dans un langage mathématique, mais dans un langage où il a une autre vision, parce qu'il voit le monde différemment. Moi je trouve ça extraordinaire. Vous savez, ça me fait penser ce que vous venez de dire à Galilée quand... il va à la messe et il voit un homme un religieux, pardon, qui est là avec son encensoir, qui est en train de se mouvoir avec ce mouvement de balancier. Et moi, je serai à la messe, mais j'écoute ce que me dit monsieur le curé, en me disant tu pêches, il faut que tu fasses attention, parce qu'il faut sauver ton âme, mais je ne penserai pas à regarder l'encensoir en train de basculer comme ça, en train de me dire tiens, ça serait bien s'il y avait un petit moteur qui compense le mouvement pour pas qu'il y ait les frottements qui ralentissent, et qu'à la fin de la messe, le type il vous sort la loi d'isochronisme des pendules. Moi ça m'agace un truc comme ça, parce que j'aimerais être Galilée, mais je le suis pas. Pourquoi je parlais de l'exemple mathématique tout à l'heure? Parce qu'il y a l'exemple justement de cette demande, et le gamin répond mais c'est un cercle, et c'est ça. Mais quand on lit les méditations métaphysiques, et que vous êtes philosophe entre guillemets, et que vous tombez sur le moment où Descartes vous dit « Je comprends qu'il faut que je dessine un kiliogone », déjà vous dites « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et puis que vous découvrez que c'est une figure à 1000 côtés, et là vous vous dites « Je me prends pour Descartes, je vais dessiner ma figure à 1000 côtés ». Et comme je ne suis pas mathématicienne et que je suis vraiment sans talent, c'est ce que je comprends avec la lecture de votre livre, c'est que j'essaye de faire 1000 côtés. Et à 495, j'arrête parce que j'en peux plus de compter, et je laisse tomber, et je pose la question à un mathématicien. Qu'est-ce que c'est qu'une figure à 1000 côtés? C'est bizarre, c'est alambiqué. Et bien entendu, il éclate de rire, il me regarde et il me dit, c'est quasiment le cercle parfait. C'est-à-dire, c'est les petites, vous savez, comme des petits traits qui feraient un cercle. Et là, je suis écœurée d'avoir passé 2h30 à essayer de construire une figure à 1000 côtés sans avoir eu cette évidence. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, c'est ce que j'ai appelé le génie. Alors je ne sais pas si on peut le qualifier ainsi, quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui fait qu'il y a un talent hors norme, et qui fait qu'on arrive à transposer. Et c'est sûr de l'imaginaire, puisqu'il faut voir l'image du kiliogone ou voir l'image du cercle dans une définition mathématique qui ne dit rien du cercle. Et moi, je trouve ça prodigieux. Alors, vous parliez d'une généalogie. Est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille qui permettent d'expliquer un tel talent? Ou c'est inopiné, ça tombe comme ça, parce qu'il faut la recette. Il nous faut la recette, là.